Bonjour et merci de votre fidélité à Télécongo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura et sur le plateau de Cultura, Voyage en terre d'avenir, un roman d'Emmanuel Ebolo Iyenza. Bonjour. Bonjour, mon cher Emmanuel Ebolo Iyenza qui nous revient aujourd'hui avec Voyage en terre d'avenir. Il faut dire que c'est un roman que vous venez de publier aux éditions L'Harmattan. Et pour dire un mot sur notre invité, sur l'auteur du jour, Emmanuel Ebolo Iyenza, natif du Fort Océ, actuel Owando. Donc, vous êtes né en République du Congo et vous êtes auteur aux éditions L'Harmattan de 4 romans. Et nous les citons, Au gré du destin, Humilité et gloire, La promesse, et on n'oublie pas ses racines. Et actuellement, il faut dire que vous êtes consul général dans un pays, donc vous êtes à Ngwanzhou, en République populaire de Chine. Et là, je vous reçois en qualité d'auteur. Et il faut dire que ce n'est pas votre première fois, puisque tous ces romans cités, nous en avons, n'est-ce pas, débattu sur ce plateau. Pour ne pas dire, nous avons ensemble essayé de décrypter l'essentiel de vos publications. Et ce que je retiens chez Emmanuel Ebolo Iyenza, c'est que vous êtes un avocat, il faut le dire, n'est-ce pas, un grand défenseur des racines africaines. Et aujourd'hui, Voyage en terre d'avenir nous conduit encore dans un plaidoyer, il faut dire, un plaidoyer de nos racines africaines. Aujourd'hui, vous parlez de voyage en terre d'avenir, mais on voit essentiellement, c'est un voyage à travers l'Afrique. Vous nous faites voyager, n'est-ce pas, de pays en pays, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, principalement au Congo, pour défendre principalement les racines africaines. Et c'est l'histoire de Gaston avec Arrête et Gérard, le fils, qui finalement n'a jamais vu l'Afrique. Et Gérard, il faut dire Gaston, qui est parti de l'Afrique depuis 20 ans, qui n'est jamais revenu. Et c'est le fils unique de ses deux parents. Bon, pas le fils unique, garçon unique. Il faut dire que c'est le garçon unique, puisqu'il a des sœurs. Mérite est la fille unique. Et vous réussissez, pour ne pas dire que Gérard Gaston va réussir à ramener, disons, à emmener son fils Gérard en Afrique et à le faire garder, à le faire aimer l'Afrique. Donc le Congo principalement, et Rette, qui était totalement intransigeante à cette idée de faire voyager Gérard pour l'Afrique, va également développer, va cultiver cet amour pour l'Afrique. Mais au départ, il faut dire que ça n'a pas été facile pour l'amour de Rette et Gaston. Emmanuel Ebolo Iyenza. Merci beaucoup. Je suis très heureux de constater que vous avez vraiment bien pénétré le roman. Merci. Le roman Voyage en terre d'avenir. Effectivement, c'est mon 5e roman. Je l'ai publié aux éditions L'Harmattan au mois d'octobre 2024. Et il est arrivé ici au Congo, donc il m'a été livré ici au Congo au moment où je me trouvais dans ma ville de travail là en Chine, en Guangzhou précisément. Et maintenant que je suis au village, je suis plutôt au pays pour des circonstances familiales. J'en ai profité pour présenter ce roman au public congolais. Oui, c'est vrai, je suis comme tout Africain, je voudrais dire, attaché à mon continent. Et comme tout Congolais, attaché à mon pays. Pas seulement au pays, hein, il faut dire également, il y a un vrai ressourcement. Ah, mon Owando natal, oui. Cet attachement à Fort Océ, effectivement, vous voyez, Gaston appelle Gaston appelle Owando par Vinata. Vinata, c'est dire ville natale, sa ville natale. Dans l'ouvrage, c'est l'appellation que Gaston attribue à sa ville natale qu'est Owando, Vinata. Donc, effectivement, Gaston Ndombi, hein, quelqu'un m'a posé la question, mais Ndombi, c'est quoi? J'ai dit non, Ndombi, c'est en réalité l'intellectuel, dans ma langue maternelle. Ndombi, c'est l'intellectuel. C'est souvent même, on va dire, un cadre qui travaille dans un bureau, voilà, ou même un enseignant, etc. Ça, c'est des Ndombi chez moi.
Ben maintenant, effectivement, c'est aussi un nom de famille chez moi et dans beaucoup d'ethnies de notre pays. Donc, il est allé étudier en France, enfin, pas en France, mais je veux dire en Europe. Je n'ai pas voulu que ce soit dans un seul pays. En Europe, et finalement, il s'est marié là-bas. Effectivement, ça a été difficile pour lui de se marier avec cette femme. Voilà, se faire intégrer d'abord parce que c'était un peu difficile. Il est parti un peu sous la colonisation. Et surtout dans une famille où il y avait déjà des antécédents. La famille de sa femme avait déjà des antécédents pour avoir subi, on va dire, des déconvenues ou des déceptions. Pour un premier mariage entre leur fille et puis un Africain. Donc, ils hésitaient un peu, mais ils avaient fini par accepter parce que Rette tenait vraiment à épouser, à devenir l'épouse de Gaston. Et donc, ils ont fini par avoir le jeune Gérard, leur enfant, unique enfant, comme vous le disiez tantôt. Et quand Gérard atteint l'âge de 14 ans, il obtient son BEPC. Et son père décide donc de l'emmener en Afrique, de lui faire vivre l'Afrique. Et comme son père n'est pas seulement congolais d'origine, mais il est aussi d'origine malienne par son grand-père. Et son grand-père a d'autres origines, à la fois ivoiriennes, à la fois béninoises, à la fois, on va dire, sénégalaises, parce que par ses parents. Alors donc, Gaston, en faisant ce cadeau, parce qu'il avait dit à son fils, si tu obtiens ton BEPC, je te ferai un cadeau. Et finalement, le cadeau, c'était de l'amener en Afrique. Et l'enfant était très content de vouloir venir découvrir l'Afrique. Et même si Rette, son épouse, n'était pas tout à fait d'accord, parce que depuis 20 ans, plus de 20 ans, Gaston n'était plus jamais revenu en Afrique, dans son Congo natal. Et finalement, il a décidé de commencer ce voyage, ce périple même, par le Sénégal. Il a fait visiter à son fils l'île de Gorée, et puis le monument du cinquantenaire des indépendances africaines. Après, il amène son fils au Mali pour aller voir la tombe de son grand-père, le grand-père de Gaston, comme père, lui-même le papa. Et là-bas aussi, il en profite pour lui montrer le monument dédié à Suntsasa Keïta, le grand empereur malien. Ensuite, il va avec l'enfant en Côte d'Ivoire, du côté aussi de la famille de son père. Et là-bas, ils vont jusqu'à Yamoussoukro, où Gérard a eu l'occasion de découvrir la grande basilique de Yamoussoukro et les grandes écoles de Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro a des grandes écoles là-bas. Et de retour en Côte d'Ivoire, ils sont partis au Bénin, là où aussi Gaston a ses origines parentales à travers ses grands-parents. Et là-bas, il va découvrir, on va dire, le royaume d'Abomey. Il y a une grande histoire là-bas. Et puis le vaudou. C'était en période du vaudou. Alors donc, déjà, Gérard est très séduit par l'Afrique. Ayant voyagé dans ces 4 pays, il était très séduit, surtout par l'hospitalité légendaire africaine, et par les mets, par les odeurs qu'il ressentait dans la ville. Et ensuite, ils sont arrivés au Congo. Et pour passer, on va dire, les dernières 3 semaines de leur congé, de leurs vacances au Congo, au pays de son père, au pays de Gaston. Alors, Gaston a commencé avec son fils, par visiter Brazzaville, avec les lieux touristiques qu'on connaît à Brazzaville, que je n'aimerais pas citer parce que tout le monde les connaît. Ensuite, il a amené son fils à Pointe-Noire. Et là-bas, il a eu l'occasion de découvrir le royaume, d'aller visiter le musée ou le mausolée dédié au roi Maluango, ou au Maluango, parce qu'on va dire au Maluango, parce que c'est le roi. Et les gorges de Diosso, il a visité aussi les gorges de Diosso, il a visité la route des esclaves, etc. Il a été complètement séduit. Il est tombé amoureux même de la ville de Pointe-Noire.
la ville Océane. Et ils sont revenus à Brazzaville. Ensuite, ils sont partis sur la partie nord du pays, comme on dit, la partie septentrionale du pays, précisément dans la cuvette, dans la ville natale de Gaston, qui est Owando. Et finalement, à Owando, Gérard a été d'autant plus séduit qu'il a vu ses grands-parents. Mais les gars, ils ne pouvaient pas communiquer avec ses grands-parents parce que les grands-parents ne parlaient pas, ils parlent pas français. Ils parlent leur patois, le patois de Owando, et ensuite le lingala. À Owando, on parle largement Koyo. Hein, on dit Kouyou, mais réellement c'est Koyo. On peut dire à 70% ou 80%. Ils exagèrent un peu, mais je peux dire à 70%. On parle Koyo. Il y a d'autres patois. Hein. À Owando, on peut parler Mboshi. Il y a des Mboshi à Owando, il y a des Koyo à Owando, il y a des Ngare à Owando, il y a des Likwala à Owando. On peut trouver les Lari à Owando, qui sont maintenant domiciliés là depuis des années. On trouve les Mbiti à Owando, les Teke à Owando, un peu comme on dit, nous-mêmes nous disons Owando, ville arc-en-ciel en réalité. Voilà. Et un de mes frères députés Ouassa, il préfère dire Owando pluriel, c'est l'expression qu'il aime beaucoup et que je pense qu'il a vraiment raison. Et donc, là-bas, Gérard est d'autant plus séduit parce qu'on l'a mené au village, dans le village de son père. Et là-bas, il a vu plein de choses, comment on fabrique du charme, comment on fait la pêche traditionnelle, comment on pratique la chasse traditionnelle. Et il a vécu tous ces événements en un laps de temps. Et il a vécu même des cérémonies de mariage, de dot chez Chitra. Donc, ayant vu tout cela, le jeune Gérard décide de ne plus repartir en Europe. Quand arrive le moment de repartir avec son père, c'est la fin des vacances, papa dit, bon, écoute, on s'organise pour repartir parce que Gérard, il dit à son père, moi, je ne repars pas. Comment, papa, on a un si beau pays? D'abord, toi, tu n'y viens plus. Et ensuite, maman n'est jamais venue. Comment on parle mal de notre pays, critique notre pays, tu ne dis rien, alors qu'on a toutes les richesses du monde ici. Un pays encore vierge. Eh bien, moi, je ne repars pas. Je fais mon lycée ici. Alors, le papa n'a rien compris. Papa a appelé sa femme, donc la mère de Rette, la mère de Gérard, pour expliquer à son fils, a plutôt à sa femme, que le fils a décidé de ne pas repartir. Alors, la femme a dit, si Gérard ne vient pas, tu ne viens pas. Il dit, ben, comment je ne viens pas? Moi, j'ai mon boulot à reprendre. Dans une semaine, elle dit, ben, tu choisis. Il faut me le ramener, sinon tu ne viens pas. Mais finalement, le papa de Gaston est intervenu pour dire, laisse l'enfant, il a préféré rester ici, découvrir ton pays, laisse-le découvrir le pays. Parce qu'il voulait apprendre le patois, il voulait apprendre les langues nationales, il voulait apprendre l'histoire de son pays, etc. Donc laisse-le. Voilà. Alors, tout à l'heure, d'entrée de jeu, pour ne pas dire à l'entame n'est-ce pas, de notre émission, de notre entretien, j'ai mentionné que vous étiez un défenseur finalement de la culture africaine, sinon des cultures africaines, et nous allons ensemble essayer de revisiter cela à travers quelques repères. D'abord, lorsque vous prenez, et également, il y a une ouverture que vous avez là, une ouverture sur le mixage des cultures, parce que si vous emmenez Gaston et Rette, n'est-ce pas, à se marier, là nous sommes dans le mixage des cultures, déjà, deux cultures, la culture africaine et la culture européenne. Déjà, c'est une ouverture déjà d'esprit que vous créez. Et on sait également que, au-delà des résistances, finalement, formulées par les parents de Rette, on sait qu'un élément de charme que présente Gaston à ses beaux-parents, c'est les mets africains. C'est les mets africains, les mets exquis qui, il faut dire, ouvrent tout le bal du charme à ses deux parents. Et là également, là, vous êtes là dans, il faut dire, dans le marketing des mets, donc des cultures africaines, mais des mets africains. Le voyage à travers ces quatre villes, ces quatre pays africains, c'est là également la défense également, pour ne pas dire la présentation d'une très belle image de l'Afrique
contrairement à certaines, il faut dire, certains documentaires que nous suivons, certaines lectures que nous faisons sur la présence d'une mauvaise image de l'Afrique, vous en construisez, il faut dire, de très belles, où vous vendez très bien l'Afrique. Et lorsqu'on regarde finalement les parents de Gaston, il y a un grand mixage également, où il y a des parents ivoiriens, et des arrières burkinabés et tout. Et donc, il faut dire, un mixage vraiment fort où on ne sait plus finalement si on vous demandait réellement qui est Gaston. Vous-même, vous aurez de la peine à dire qui est Gaston. Et puisque derrière lui, c'est un imbroglio, il faut dire, de culture ou de présentation du pays. Alors là, j'aimerais bien que l'auteur, Ebolo, nous présente naturellement les éléments de sa plaidoirie. Ok, merci beaucoup. Vous faites de moi un avocat, c'est très bien, merci beaucoup. Effectivement, concernant les parents de Reit, Philippe et l'autre, la mère de Reit, ils ne voulaient pas de ce mariage, effectivement, à tel point que Reit et Gaston tentaient l'avenir, plutôt l'aventure, d'aller vivre ensemble. Reit a quitté ses parents pour aller en aventure avec Gaston, qui était disons, un ingénieur, qui travaille dans des grandes sociétés, tout ça. Et Reit elle-même, elle est enseignante de littérature au lycée. Alors, mais 2 ans après, parce qu'ils sont partis en aventure et les parents n'arrivaient plus à contenir cela, les parents de Reit, ils ont décidé alors de rechercher. Ils savaient là où étaient les enfants. Ils ont décidé d'arriver impromptu, c'est-à-dire que sans être attendus comme en Europe, il faut toujours un rendez-vous. Et ils sont arrivés. Gaston était très surpris de les recevoir parce que Gaston venait d'arriver de son boulot, il venait de rentrer à la maison et sa femme n'était pas encore là. Alors, lorsque sa femme arrive, découvre que ses parents sont chez eux, à la maison, elle se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Nous, on est pour nous libres ici, tout ça. Mais entre-temps, Gaston est rentré, il a fait la cuisine, comme vous le dites, il a présenté vraiment des mets africains. Et nous, voilà. Et donc, lorsque les parents ont goûté, ont essayé de manger tout ça, c'était très merveilleux, très exquis. Ils ont dit finalement, donc en Afrique, on mange bien. Ils ne savaient pas que c'était comme ça qu'on mangeait en Afrique. Gaston a dit, vous en découvrirez en plus, vous en découvrirez davantage une fois que vous serez en Afrique même. Et vous verrez que là-bas, les parents de Reit finiront par s'installer en Afrique pour leur vieux jour. Ils ont préféré quitter l'Europe et venir vivre pour eux en Afrique. Et donc, en ce qui concerne Gaston, Gaston, c'est son père, son grand-père, était d'origine malienne. Mais les parents de ce grand-père étaient, pour certains, d'origine sénégalaise, ivoirienne, ou encore burkinabé, ou encore béninoise. Et finalement, le papa, là, il est venu s'installer ici, pour faire son commerce au Congo. Vous voyez? Et, excusez-moi, en faisant son commerce au Congo, il s'est marié à une Congolaise. Et c'est là qu'il a mis au monde le père de Gaston. Vous voyez? Et le père de Gaston va mener épouser une Congolaise pour mettre au monde Gaston. Vous voyez? C'est pour dire que le passeport à lui seul ne suffit pas pour montrer l'origine d'une personne. Généalogique. Voilà, le passeport, ce n'est qu'une nationalité. Merci. Alors, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait que vous prendrez comme ça, certainement à tout hasard, et voilà, vous nous en délivrez un commentaire à la fin. Donc, on va trouver, on va chercher. Bien, ben, je vais lire, on va prendre la page 162. 162, oui. D'abord, tu avais bien fait, papa, de m'emmener en vacances en Afrique. Il y a 3 ans, tu m'avais emmené au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Bénin. J'avais été totalement séduit par la beauté de ce pays, par l'accueil chaleureux qui nous était réservé partout où nous passions, alors que nous n'étions même pas attendus. Comme disait quelqu'un, ils nous accueillaient la main sur le cœur. Les jeunes nous invitaient à partager un repas avec eux et passer un bon moment ensemble. Quand nous causions,
Il nous parlait comme s'il nous connaissait depuis plusieurs années. J'ai trouvé cela formidable. J'ai compris ce que c'est que l'hospitalité légendaire africaine, tant vantée dans les livres, chansons et discours. J'ai aussi visité des monuments historiques extraordinaires auxquels je ne m'y attendais pas. Se voir raconter l'histoire par le guide à l'air libre, à ciel ouvert, pas dans les musées, alors que souvent, ce dernier ne l'a jamais apprise à l'école, mais la connaissait parce que ses grands-parents l'ont vécu et lui ont transmise oralement, de bouche à oreille. J'ai goûté aussi aux délices de la cuisine africaine avec des mets authentiques préparés par des mains traditionnellement expertes. Et dans ton pays, notre pays, car je pense que maman aussi en a fait désormais le sien, j'ai été plus que séduit, mieux, j'en suis tombé amoureux. Les 3 ans que je viens de passer en Afrique, et plus précisément à Ouando, ta ville natale, que tu appelles toujours affectueusement Vinata, et à Brazzaville, où je faisais mon lycée, m'ont ouvert les yeux en me faisant découvrir la beauté incomparable de ce continent et l'immense bonté des gens qui y habitent. J'ai beaucoup aimé la liberté dont jouissent les gens là-bas, surtout au village. Ils ne sont soumis à rien. Ils vivent avec le minimum naturellement bien. Leur vie est en parfaite symbiose avec la nature qui m'a beaucoup fasciné et impressionné. Je les envie vraiment d'être dans ces conditions idéales où la nature est respectée et adorée, quand ici, nous nous tracassons à faire des séminaires et émissions à la télévision pour sensibiliser les gens sur l'agriculture bio. Eux, là-bas, la pratiquent au quotidien. C'est simplement leur mode de vie et manger bio est leur tradition. En tout cas, tout est bio là-bas, qu'il s'agisse de la nourriture ou des boissons locales. Merci. Un petit commentaire? Oui, ici, je voudrais montrer d'abord l'étonnement du jeune Gérard, comme on le disait tantôt, par rapport à l'hospitalité africaine. Vous voyez, ils sont reçus à manger, on leur propose des dîners, des déjeuners, et parfois des causeries comme ça, à n'en plus finir. Et lui ne comprenait pas comment ces gens ne nous ont jamais vus, on ne se connaît même pas avec eux, mais ils nous parlent comme si on était habitués, c'est comme si on était de la famille. Et voilà, ce côté a beaucoup captivé l'attention de ce jeune homme, de jeune de 14 ans, pour le souligner. Et ensuite, quand il arrive dans son propre pays, le Congo, alors il va au village de son père. Et il trouve que là-bas, les gens ne se plaignaient même pas. Ils étaient très libres. Ils vivaient librement. Ils n'avaient pas de tracasseries de la ville. Ils se réveillaient le matin, ils partaient en forêt, ils revenaient. C'est-à-dire que tout ce qu'ils mangeaient, ils le trouvaient eux-mêmes. Parfois en abattant, parfois en cueillant, parfois en pêchant, parfois en chassant, etc. Et aussi, il a trouvé la qualité de la nourriture. Au moment où, en Europe, avec l'industrialisation qui s'y pratique fortement, on ne mange pratiquement plus bio, même s'il y a de plus en plus une tendance à l'agriculture bio qui est encouragée. Mais au village, là-bas, là où était Gérard, tout était bio. Alors, un extrait qui m'intéresse beaucoup, voilà, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et vous, certainement, vous en direz mieux que moi, c'est à la page 120. Oui. Alors, c'est Gaston donc, qui parle. Red, tu sais que j'ai toujours été fier de mon cousin, lui répondit son mari. C'est un homme avec un grand cœur. Depuis notre enfance, il m'a toujours aimé et cet amour est resté à jamais allumé dans son cœur. Même s'il m'a toujours reproché de n'être pas entré au pays après mes études, considérant que cela constituait pour moi un échec et une trahison vis-à-vis de ma famille qui avait placé tous ses espoirs en moi. Installe-toi donc, ma chérie, et je te rappellerai un peu plus tard. Gaston, quelque peu inconscient, plongea dans un monologue sans fin. Daniel m'a toujours dit qu'on ne devait pas aimer et glorifier le pays des autres plus que le sien. Je crois qu'il a raison. Tout dernièrement, pendant mon séjour chez lui à Brazzaville, au cours de l'une de nos nombreuses discussions, il me rappelait que le sein d'une maman, même s'il a une plaie, le bébé s'en contentera toujours et qu'un étranger est toujours étranger à l'étranger.
ce, quel que soit son niveau d'intégration. J'étais complètement sidéré à l'entendre. Il alignait souvent des proverbes très significatifs et adaptés à la situation. Je lui vouais une admiration sans limite. Lui qui n'était pas parmi les plus brillants de notre génération a su saisir les opportunités et tirer son épingle du jeu. Au moment où nous autres, nous battions pour un cursus universitaire irréprochable, Daniel construisait son nid à petits pas. Il a commencé comme instituteur. Après plusieurs années d'enseignement dans le village, à l'Interland, il réussit au concours de l'école normale de la magistrature, où il fit le premier cycle correspondant à la licence, et ensuite, quelques années plus tard, il termina le deuxième cycle en obtenant le diplôme d'inspecteur des impôts. Alors, je pouvais continuer Emmanuel Ebolo-Yenza, mais je m'arrête là. Et une question tout de suite, je vous épargnerai du commentaire puisque le texte en dit long. Simplement une question pour clôturer donc finalement notre échange. Voyage en terre d'avenir. Quelle est la terre d'avenir pour Emmanuel Ebolo-Yenza? Oh, merci beaucoup. Mais vous voyez, quand vous voyez la couverture, oui. Qu'est-ce qui est représenté? L'Afrique. Et voilà. L'Afrique, en réalité, c'est la terre d'avenir. C'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde le dit, surtout les Occidentaux le disent. Pourquoi dit-on que l'Afrique est la terre d'avenir? Parce que l'Afrique est encore vierge. Elle est encore vierge. Je ne veux pas dire que c'est un jeune continent, non, il est comme tous les continents, il est aussi vieux que tous les autres continents. Mais du point de vue de l'exploitation, elle est encore vierge. Et on a tout ce qu'il faut dans cette Afrique. Que ce soit les eaux EAUX, que ce soit la faune, la flore, que ce soit le soleil. On a tout ce qu'il faut dans cette Afrique. Et on peut aller encore en souterrain, on peut dans le sous-sol. Tous les minéraux du monde s'y trouvent. Et nous avons une jeunesse. Et on dit que l'Afrique est peuplée à 70-80% des jeunes. Ça, c'est pas moi, ça c'est l'UNESCO, c'est d'autres. Bon. Et donc, la jeunesse, c'est la force, c'est la puissance d'un État. Et en cela, quand vous avez toute cette panoplie de richesses, il y a beaucoup de chances que vous êtes réellement l'avenir du monde. Après tout, partout ailleurs, c'est entièrement découvert. Partout ailleurs, entièrement découvert. Bon, on peut encore être en concurrence certainement avec les États-Unis, qui ont encore beaucoup de minerais, probablement avec la Russie, qui en a encore beaucoup, mais l'Europe, l'Asie et ailleurs, il n'y a plus grand-chose là-bas à rechercher. Eh bien, nous, l'Afrique, on a toutes les savanes pour faire l'élevage comme on veut, pour faire l'agriculture comme on veut. C'est-à-dire que ici, ce livre-là permet aussi de vendre la destination Afrique. En tout cas, vous avez très bien vendu la destination Afrique, il faut le dire, puisque... Du point de vue touristique aussi. Oui, du point de vue touristique, naturellement, et il faut dire du point de vue culturel, du point de vue touristique, du point de vue économique. C'est toute une panoplie, naturellement, des panels que vous êtes en train de... Et c'est une très belle... Il faut dire, vous soignez là l'image de l'Afrique. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que vous étiez là un défenseur des cultures africaines, et donc de cette très belle image. Et certainement aussi, il faut le dire, que chaque fois que vous êtes au pays, que vous revenez dans ce pays, vous ne manquez pas de mettre un pas à Ouando. Et ça, c'est le ressourcement. C'est le ressourcement pour vous. Ben. Non, parce que... oui, j'ai un livre ici, on n'oublie pas ses racines. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui dans la continuité. Qu'est-ce qui fait que l'arbre tienne debout? Ce sont ses racines. Voilà. L'homme, c'est la même chose. Merci beaucoup Emmanuel Ebolo-Yenza avec Voyage en terre d'avenir, un roman que vous avez publié chez L'Harmattan, il faut le dire, et c'est votre 5e roman. Et là, vous venez la perpétuer justement cet adage qui dit que l'écriture est vraiment une drogue. Depuis que vous avez commencé avec le premier roman, vous n'arrêtez pas d'écrire. Oui, là, cette année encore, il y en aura. Là, je veux un peu changer de genre et je vais aller dans la nouvelle. Bon. Il y a beaucoup de chances que, si Dieu le permet, cette année, on publiera aussi un recueil de nouvelles. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à cette invitation de Cultura.
Emmanuel Ebolo Iyenza, il faut dire que vous êtes là romancier et vous ne faites que finalement continuer à écrire, à nourrir finalement cette flamme, à nourrir cette plume, à nourrir, il faut dire, voilà, cette culture ou les cultures africaines. Merci, chers amis de la culture, amis culturels. Nous vous disons merci également pour votre attention et nous prenons date avec vous pour samedi prochain, 14h30. Merci, à très bientôt.